là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un panel de discussion qui est organisé par le comité étudiant du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Notre comité, en fait, on organise pendant l'année plusieurs conférences sur l'heure du dîner. On organise aussi plusieurs petits événements à distance. Puis aujourd'hui, on a quatre panélistes qui viennent nous parler de diversité, équité et inclusion. Ils ont chacun des parcours différents. Je vais les laisser chacun se présenter. En fait, avant de me présenter, je n'ai pas dit mon nom. Je m'appelle Lynn Valérie Verty. Je suis étudiante au doctorat en neuropsychologie en deuxième année à l'Université de Montréal. Donc, je vais laisser les panélistes se présenter. Ryan, pourrais-tu dire un petit mot sur toi? Oui, d'abord, merci à l'UEGM et puis à Lynn de nous avoir invités. Donc, moi, je m'appelle Ryan Zahel et puis je suis étudiante au doctorat en psychologie. J'ai complété 3 ans au doctorat en neuropsychologie comme Lynn. Puis finalement, je me suis réorientée vers la psychologie du travail des organisations où est-ce que je suis nouvellement admise. Puis ce choix-là a été motivé justement par le désir de travailler sur les enjeux d'équité, diversité, inclusion en milieu de travail, puis surtout dans le monde académique et en recherche. Puis, je suis aussi la cofondatrice du comité EDI des cycles supérieurs en psycho. Donc, on organise beaucoup d'entrevues. On a un panel qui s'en vient dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Donc, ça a toujours été un sujet qui me tient à cœur, puis j'ai vraiment hâte d'en jaser avec vous. Super. Jean-Claude, pourrais-tu te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Jean-Claude Mougaba. Je suis tout juste bachelier en économie politique à l'UDM. Dans le fond, j'ai la cause de la diversité et de l'inclusion toujours à cœur parce que je m'applique dans les associations étudiantes depuis le tout début de mon baccalauréat et j'ai vu qu'on n'est pas vraiment très nombreux qui ne sont pas à être assistés, qui s'impliquent dans les communautés comme ça. Et aussi, dernièrement, j'ai fait un projet où est-ce que je voulais instruire plus le monde sur la cause des Noirs au sein du Canada et du Québec et j'ai vu un grand manque de données là-dessus. Donc, je pense peut-être même pouvoir poursuivre mes études afin de combler ce manque de données pour qu'on puisse mieux connaître qu'est-ce qui se passe pour les Noirs ici, dans le fond. Merci beaucoup. Bibiana? Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et contente d'être parmi vous à cette heure du midi. Je me présente, Bibiana Pulido. J'ai plusieurs chapeaux. Tout d'abord, je suis directrice du réseau interuniversitaire québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion, le RIQUEDI, qui est un OBNL qui est vraiment basé dans le milieu universitaire québécois. Je suis également directrice adjointe d'un institut de recherche qui est basé à l'Université Laval qui s'appelle l'Institut Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité. Et aussi, j'ai aussi un rôle, un chapeau d'étudiante. Je termine ma thèse en relations industrielles, ressources humaines, dans tout ce qui est développement des connaissances dans des espaces territoriaux. Merci beaucoup. Et finalement, Myriam? Bonjour, je suis Myriam Finn-Neuschild. J'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en physique. Et après ça, j'ai voulu m'intéresser à la communication dans les milieux scientifiques. Puis, en même temps, j'ai cofondé le comité diversité physique avec une collègue physicienne. Et là, l'EDI est devenu un sujet central de ma thèse. En fait, j'étudie comment la construction du soi et l'appartenance au milieu se crée dans les milieux scientifiques et à propos de ma propre expérience. Je travaille avec Bibiana au RIQUEDI sur plusieurs sujets. Et aussi, je suis facilitatrice, donc modératrice de discussion pour une communauté de pratique en physique pour les DI encore. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les scientifiques pour rendre les milieux scientifiques plus inclusifs. Super, merci à vous quatre d'être là, premièrement, puis pour votre présentation. Je vais expliquer un peu au public comment ça va fonctionner pour aujourd'hui. Donc, il y a certaines questions qui vont être posées. Les panélistes pourront répondre chacun leur tour ou une personne à la fois selon la question. Puis, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat ou levez la main. Je vais me charger d'animer le tout, donc de soit les poser aux panélistes ou de vous faire intervenir lorsque vous aurez votre question. Sinon, vous pouvez garder vos questions aussi pour la fin, pour qu'on puisse continuer à discuter après que les questions prévues soient passées au travers. Donc, comme première question que j'avais pour chacun d'entre vous, j'aimerais savoir en quoi, selon vous, est-il encore important aujourd'hui de se pencher sur des questions de diversité, d'équité et d'inclusion dans le monde académique d'aujourd'hui? Je pourrais commencer vu que
Selon moi, je pense que c'est vraiment important parce qu'on voit que même encore maintenant, il y a un manque en fait, de représentativité dans les milieux universitaires et dans le milieu académique. Comme selon moi, ce n'est pas juste une question de réussir à briser des plafonds de verre et faire en sorte qu'une personne ait réussi, mais vraiment de faire en sorte qu'une bonne proportion de personnes aient réussi à atteindre ce niveau-là. Et comme exemple, on est 2% de Noirs au Canada. Selon moi, il faudrait au minimalement que 2% des Noirs arrivent à réussir dans un certain domaine. Puis si ce n'est pas le cas, il faut se pencher sur la question de pourquoi est-ce que ça n'arrive pas. Donc, pour ça, il faut avoir plus de diversité, plus d'inclusion pour qu'on puisse se poser les bonnes questions et voir pourquoi est-ce que, exemple, les Noirs n'arriveraient pas à plus se rendre à ce niveau-là, puis au niveau de faire de la recherche académique. Je peux poursuivre? Oui. Selon moi, je pense que dans les derniers mois, dans la dernière année, il y a eu un certain éveil collectif. Puis, il y a de plus en plus de gens qui sont conscientisés à ces enjeux-là, notamment depuis le meurtre de George Floyd. Mais je pense qu'on est rendu à un point où est-ce qu'il faut qu'on outrepasse les mesures qui sont symboliques, puis qu'on aille plus dans le concret, puis qu'on se pose des questions, puis qu'on arrive à établir en fait collectivement puis individuellement que ces questions-là ne touchent pas seulement les minorités qui sont sous-représentées, mais par exemple parler d'enjeux d'équité, diversité, inclusion quand on est dans le monde académique, au cycle supérieur. En fait, c'est un objectif qu'on devrait adopter comme institution, comme collectivité, parce que ça fera de nous des meilleurs chercheurs, des gens qui tirent des meilleures conclusions, des choses qui vont mieux s'appliquer à la population, puis ça fait juste qu'on comprend mieux l'individu, la société, puis qu'on est capable, en fait, de tirer des conclusions qui n'excluent pas. Puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais en fait, Lynn, toi, tu étudiais en neuropsy, j'étais aussi en neuropsy, je travaillais sur la maladie d'Alzheimer. Puis l'année passée, donc il y a quelques mois, en septembre dernier, en automne, il y a un article qui est sorti qui disait que Neuroscience has a whiteness problem, où est-ce qu'on remarquait que, par exemple, les personnes afrodescendantes aux États-Unis étaient 2 fois plus à risque d'être atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais quand on regarde les échantillons sont à 95% blancs. Puis même quand on fait des études sur les différentes maladies et les différents troubles psychiatriques, même si les personnes noires, justement à cause de choses comme le race-based trauma ou les microagressions auxquelles elles sont susceptibles, font en sorte qu'elles ont plus de problèmes de santé mentale. On va étudier seulement les personnes blanches, puis on va voir ça de la perspective du DSM qui est très ethnocentrique puis très américaine. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on ait cette discussion aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton intervention. Bibiana, aurais-tu des choses à rajouter? Ben, je peux intervenir un peu selon une autre perspective parce que moi, j'ai beaucoup travaillé pour faire des consultations auprès du corps professoral dans le milieu universitaire. Puis c'est quand même choquant parce que, tu sais, on se dit, on est des universités, on est des lieux de savoir et se rendre compte que les discriminations sont très présentes, même au sein des chercheurs, du corps professoral, et ça se perpétue aussi auprès de la communauté étudiante. On voit, nous, en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais pourquoi la communauté universitaire s'est beaucoup mobilisée sur les questions d'équité, diversité et inclusion, je vous dirais, c'est aussi par les organismes subventionnaires qui ont imposé des démarches concrètes de demande de représentativité. On espère que ça l'aide juste aux questions de représentativité, mais c'est les chaires de recherche du Canada qui ont vraiment bougé les choses. Donc, quand il y a de l'argent, les universités qui étaient en jeu, les universités n'ont pas eu le choix de se mobiliser, ce qui est un peu triste, mais en même temps, s'il faut agir dans cet enlignement-là, il faut le faire. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment depuis 2017 qu'on s'attarde vraiment à ça dans le milieu universitaire. Comme je dis, c'est vraiment triste parce qu'on est des lieux de savoir, on est des lieux de connaissance, puis je pense que c'est où ce que les universités devraient être le plus avant-gardistes à ce niveau-là. Merci beaucoup. Myriam, tu pourrais terminer? Oui, je vais conclure. Je vais essayer de rajouter des choses qui n'ont pas été dites encore. Je pense qu'il y a aussi un effet où j'aime qu'on parle d'EDI parce que ça met justement la responsabilité sur, comme Ryan le disait, sur tout le monde. Puis tout le monde a le potentiel et la responsabilité de créer un climat inclusif. Puis ça veut aussi dire de prendre des personnes qui pourraient être très isolées par certains aspects, soit que ce soit par leur identité de genre ou par
moi, j'étais une étudiante parent en physique, puis ça s'est presque pas vu en 10 ans au département. Là. Ça fait 10 ans que je suis là, puis j'ai été la seule qui a eu des enfants pendant mon doctorat. Puis là, ça fait qu'on est tout le temps comme la première personne qui teste toute la machine, puis ça devient très lourd pour ces personnes-là. Je pense que c'est un peu... Il faut encore y travailler pour que ce soit pas juste, on se peut toujours la surprise, mais que le milieu soit accueillant, puis soit prêt à inclure toutes les diversités de parcours qu'il peut y avoir pour que le milieu universitaire soit réellement inclusif. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai adressé une question à Bibiana et à Myriam. Toutes les deux, vous aviez écrit un article qui concernait le fait de repenser justement la vision de l'excellence pour l'attribution des bourses en milieu académique. Vous avez mentionné plusieurs choses dans cet article-là. Pourriez-vous un peu nous faire part de vos réflexions par rapport à ça? Oui, bien sûr. Je vais commencer. Je vais commencer par parler des motivations de l'article. En fait, moi, je suis en train de préparer mon postdoctorat où je voulais faire une communauté de pratique auprès de professeurs d'université sur l'EDI, donc pour vraiment sensibiliser un groupe de professeurs à l'EDI. Et j'ai décidé de postuler à une bourse très prestigieuse. Et mon dossier a été refusé parce que je n'avais pas publié d'article sur ma thèse, même si j'avais des très bonnes raisons de le faire. Et ça m'a vraiment, j'ai été comme choquée, j'ai dit, mais comment ça se fait que, parce qu'on coche pas une des cases, mais que tout le reste, il y a de l'implication, il y a un bon projet, c'est dans les priorités de l'université, ça passe pas à cause de ce petit clic qui bloque. Et là, je me suis dit, il faut que je me questionne sur les bourses. Et donc là, j'ai commencé à lire là-dessus, puis je me suis dit, ben, il y a des choses qui peuvent être dites, il y a des choses qu'on peut appliquer. Et donc, j'ai contacté Bibiana, puis on l'a écrit ensemble, cet article que je trouve qui est vraiment bien parce qu'il pose aussi plusieurs pistes de solutions. Puis je vais te laisser la parole à Bibiana pour résumer un peu l'article. Ben oui, c'est ça. Puis juste pour dire, tu sais, Myriam, elle est quand même boursière d'une bourse Vanier. Donc, c'est pas n'importe qui. Là, je suis pas là pour te vanter, mais je pense que Myriam, elle a toutes les compétences pour avoir une bourse, une type de bourse de si haut calibre. Qu'est-ce qui est malheureux aussi? Tu as abordé des points intéressants, Myriam, puis je pense que dans le milieu universitaire, dans le milieu académique, on valorise pas d'autres aspects qui ne sont pas la recherche. Donc, beaucoup est mis sur la recherche, le fait de publier dans des grandes revues, des grands journaux avec des niveaux impact quand même élevés. Et tout se résume à ça, en fait. Donc, ça crée toute une culture de où qu'est-ce qui est valorisé, c'est de publier dans des grandes revues internationales. Cependant, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'enseignement, tout ce qui est enseignement, service à la collectivité est comme laissé à côté. Donc, on veut une excellence, mais c'est quoi l'excellence? C'est ça, on a un enjeu à la définir. Même, comme je dis, j'ai fait beaucoup de consultations avec des professeurs, des chercheurs, et on leur demande c'est quoi l'excellence? Bon, soit la majorité va dire, ben, l'excellence, c'est de publier dans des grandes revues, mais il y en a beaucoup aussi qui disent, c'est pas correct, tu sais, moi, je veux m'investir dans l'enseignement, je veux m'investir dans l'encadrement de mes étudiants, de mes étudiantes, je donne beaucoup de temps pour le service à la collectivité, et ça, c'est aucunement valorisé. Donc, finalement, c'est un cercle qui se perpétue et c'est pour ça que quand on a mis de l'avant dans cet article-là, c'est vraiment de parler d'une excellence qui est inclusive et qui n'est pas juste basée sur un critère spécifique qui est la publication. Donc, c'est ça que j'avais à rajouter un peu de qu'est-ce que Myriam avait évoqué tantôt. Puis si je peux rebondir sur ce que Bibiana a dit, on se rend compte aussi que les publications, puis de réussir ça, ça a aussi corrélé avec un accès aux ressources. Plus on a accès à des ressources, plus on est dans des milieux où il y a des ressources, soit des grandes universités qui ont beaucoup de ressources, ou que nous-mêmes, notre parcours a été d'une certaine façon privilégié, mais on finit par valoriser quelque chose qui était en fait un accès aux ressources et non la débrouillardise, l'autonomie, l'ingéniosité, qui peuvent être d'autres facettes qui peuvent ressortir différemment que juste par une certaine manière d'évaluer la recherche. C'est vraiment intéressant tout ce que vous dites. Puis s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à lire cet article, je vous lance l'appel justement. Il est sur la page Facebook de l'événement, donc vous pouvez le trouver à cet endroit-là. Mais je vois que Jean-Claude avait la main levée, donc qu'est-ce que tu aurais à dire de plus?
D'abord, je tiens à dire, c'est un très bon article, je l'ai lu au complet, puis vraiment très bien écrit. Je voulais juste renchérir un peu sur qu'est-ce qui a été dit à propos de comment, dans le fond, quand on se base sur le fait que la réussite, c'est la quantité d'articles que tu arrives à publier, ou bien le fait que tu arrives à publier beaucoup d'articles dans des grandes revues, comment ça va affecter l'enseignement, comme l'un des effets, justement, pourquoi c'est bon de faire la diversité et l'inclusion, c'est que ça va faire que ça va augmenter la qualité de l'enseignement, pas juste pour les personnes qui sont racisées, les personnes qui sont normalement exclues, les personnes qui ne sont pas dans le groupe inclus et le groupe qui réussit, mais bien pour tout le monde. L'un des postes que j'avais occupé, c'était d'être conseiller aux affaires académiques. Et donc, je prenais les plaintes de beaucoup d'étudiants sur les professeurs et qu'est-ce qui se passait, comment les professeurs enseignaient, puis qu'est-ce que les étudiants n'aimaient pas. Et la majorité du temps, les plaintes que je recevais, c'était parce que le professeur était bon à faire de la recherche, mais il n'était pas bon après pour communiquer cette recherche-là aux étudiants. Comme en se basant sur le fait qu'on prend les meilleurs chercheurs comme étant on prend les professeurs comme étant les meilleurs chercheurs, les personnes qui sont le plus capables de produire des articles. Après ça, ils ne vont pas pouvoir bien enseigner aux personnes. Et donc, c'est toute la communauté étudiante qui perd parce que c'est tout le monde qui finit par recevoir un enseignement de moins bonne qualité. Alors qu'on pourrait prendre peut-être quelqu'un qui a publié moins d'articles, mais qui a publié des articles peut-être de qualité et qui est un très bon communicateur. Et donc, lui, il pourra encore mieux enseigner son sujet aux étudiants. Et donc, les étudiants pourront mieux réussir leurs études et aussi continuer à faire de la recherche plus tard. Super. Et Ryan, qui a la main levée, qu'est-ce que tu avais à renchérir là-dessus? Je pense que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à cette culture de publication qui est un petit peu toxique, qu'on appelle le publisher perish dans le monde de la recherche. Puis j'aimerais ajouter quelque chose par rapport aux aspects éthiques de ce genre de culture qui peut être un peu toxique. Puis je me souviens d'un article que j'avais lu dans un cours de psychologie de la santé qui parlait d'une pratique qu'on appelle la salamification, qui est de couper comme on coupe un salami, les articles qui devraient être finalement un seul article puis se suivre, mais on le coupe en petits morceaux pour en fait faire plus de publications. Puis parfois, en fait, ça a des conséquences éthiques. Tu sais, quand le savoir qu'on est en train de produire, c'est un savoir duquel d'autres instances vont dépendre, mais qu'on va décider de le withhold en quelque sorte puis le garder pour attendre de faire plusieurs publications. Donc, c'est sûr que ça mène à des sortes de misconduites un petit peu en recherche, puis ça fait en sorte en fait qu'on a aussi moins le temps de se pencher sur des enjeux d'équité, diversité et inclusion, puis qu'on exclut en fait de nos échantillons les personnes qui peuvent être minoritaires. Tu sais, on peut penser à un groupe qui n'est pas opprimé, mais qu'en neurosciences, on exclut tout le temps les gauchers. Pourquoi on exclut les gauchers? Parce que ça gâche les données, ils sont trop différents. Mais je pense que parfois, c'est la même chose. J'ai déjà entendu au sein même de mes cercles de chercheurs puis d'étudiants-chercheurs, où est-ce qu'on a décidé dans une étude d'exclure toutes les personnes non caucasiennes. Ou que, par exemple, tu sais, maintenant, avec la recherche COVID, on fait la recherche sur les vaccins. Ben, certaines personnes qui vivent avec certains handicaps ou certaines maladies chroniques sont exclues des essais de recherche parce que justement, ça risque trop de créer du bruit dans les données, puis on veut pas trop dealer avec ça. Fait que ces personnes-là doivent attendre en fait que le vaccin sorte sur le marché, que ce soit déjà commercialisé pour qu'on puisse en fait voir c'est quoi les effets sur certaines personnes qui vivent avec des maladies puis certains handicaps. Donc cette culture de comme on doit publier puis ça doit faire du sens puis il faut que ce soit original, puis il faut pas que ce soit quelque chose pour vérifier des choses qui ont déjà été faites parce que sinon, on reçoit pas de fonds de recherche. Donc, je pense que ça mène finalement à juste créer de la moins bonne science. Puis moi, c'est un peu ça l'argument que je sors tout le temps. C'est pas qu'on veut inclure, c'est pas juste pour inclure les personnes minoritaires qui revendiquent des droits, c'est aussi pour faire de la meilleure science. C'est pas pour rien que ces personnes-là revendiquent qu'on les inclut. Fait que voilà. Merci beaucoup pour ton opinion. Je vais continuer avec une question pour toi, justement, Ryan. Tu parles justement que dans la recherche scientifique, c'est un des défis, c'est justement d'avoir un échantillon qui est représentatif. Mais selon toi, quelle approche pourrait être adoptée pour aider pour atteindre cet objectif, en fait? Je pense que c'est vraiment une grosse question. Là, j'ai pas la solution pour régler le manque de diversité dans les échantillons dans le monde académique. Je pense que ça reste toujours un défi de recruter. Puis je comprends pourquoi certains chercheurs vont décider d'y aller avec parfois même avec des échantillons de convenance.
On prend les échantillons qui nous sont disponibles, puis on se casse pas trop la tête avec les minorités, que ce soit les gauchers, les personnes racisées. Donc, je peux comprendre pourquoi c'est comme ça, puis j'ai pas la solution magique. Mais je pense que une des premières étapes, c'est de travailler en amont en essayant de faire en sorte que les chercheurs réfléchissent à une posture qui est anti-oppressive. C'est aussi de se conscientiser sur le fait que c'est pas parce que tu es un futur chercheur ou dans notre cas, un futur clinicien, que ce soit en travail social, en neurologie, en psychologie, etc., que, en fait, on est à l'abri de perpétuer des oppressions. J'ai senti souvent pendant mon parcours qu'on pense que notre pratique clinique ou notre pratique de recherche s'inscrit en dehors d'un contexte qui est sociopolitique. Puis ça, c'est complètement faux parce que en étant un futur clinicien, en étant un futur chercheur, on agit sur notre monde, puis souvent on se retrouve en position de pouvoir. Donc notre posture, notre métier est aussi politique, puis s'inscrit dans un contexte. Donc ça, je pense que la première étape, c'est de conscientiser les chercheurs à cette réalité-là, de laquelle je suis convaincue, mais peut-être que d'autres vous diront non, moi je fais mon travail, puis je suis clinicien, je suis chercheur, puis c'est comme en dehors, puis moi c'est pragmatique et tout. Je pense que parfois, il faut se questionner sur nos positions épistémologiques aussi. Puis comment on s'inscrit dans ce cadre-là qui est sociopolitique. Donc déjà ça serait bien de conscientiser les chercheurs, que ce soit à travers notre curriculum officiel. Mais ça, je pense qu'on est encore loin de là, même si les différents départements et universités se questionnent sur comment rendre le curriculum officiel plus inclusif, puis de parler plus de ces enjeux-là. Mais je pense qu'à travers des activités comme celles que tu es en train d'organiser aujourd'hui, d'avoir des bribes d'informations, de toucher un peu l'imaginaire des gens pour qu'en fait, il y ait une graine qu'on plante dans leur esprit, puis que plus tard, ça résonne quand ils auront à prendre des décisions sur leur méthodologie, sur leur façon de recruter, puis leur façon aussi d'exercer leur futur métier. Je pense que c'est déjà une bonne solution. Sinon, je pense que ça vient aussi plus top-down des décisions gouvernementales d'accorder des fonds de recherche qui sont spécifiques en fait à certains groupes opprimés pour qu'on comprenne mieux ces réalités-là. Merci pour ta réponse. Sinon, Jean-Claude, j'avais une question pour toi aussi. Tu as mentionné tout à l'heure que tu fais plusieurs publications sur Facebook pour parler justement de certaines choses que tu trouves qui ont été un peu oubliées dans notre éducation. Parmi ces publications-là, tu parles souvent de la contribution de personnes racisées dans le monde québécois. J'aimerais que tu mentionnes peut-être quelques contributions qui t'ont surprise, que tu ne connaissais pas avant, pour peut-être enseigner aux autres personnes qui sont aujourd'hui avec nous là-dessus. Bon, la personne que moi, honnêtement, en fait, déjà, c'est vraiment difficile de pouvoir répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement eu de choses qui ont été faites, puis d'autres choses qui sont faites, mais comme on n'est pas certain qui l'a fait exactement. Donc, on ne peut pas vraiment savoir si c'est une personne racisée, si c'est une personne qui est une personne non racisée. Donc, comme c'est déjà juste essayer de répondre à cette question-là avec quelque chose de difficile. Par contre, si moi j'avais à choisir, je dirais comme une personne qui m'a vraiment surpris pendant toutes les recherches que j'ai faites, ce serait Yvette Bonny, par exemple, qui est médecin pédiatre, qui a travaillé longtemps à Sainte-Justine, et qu'elle-même, elle a dû non seulement réussir à braver plusieurs plafonds de verre, être parmi les premières premières femmes médecins au Québec, en plus première femme médecin noire et première femme médecin noire immigrante au Québec. C'est quelque chose déjà d'incroyable qu'elle a réussi à accomplir. Et non seulement elle a accompli ça, mais elle a réussi à créer, dans le fond, elle a révolutionné la médecine d'ici et a pu créer la médecine, l'hémopédiatrie, donc la médecine pédiatre avec tout ce qui est en lien avec le sang chez les enfants, et a fait les premières transplantations de moelle osseuse chez les enfants dans tout l'Est canadien, et a rendu dans le fond Sainte-Justine et Montréal comme étant un des centres de ce type d'opération-là pour le Canada au complet. Et c'est quelque chose que s'il y avait eu plus de blocage, si elle n'avait pas été permise de pouvoir faire tout ça, on aurait un grand manque en ce moment dans la province. On aurait vraiment peut-être pas qu'autant d'enfants auraient pu recevoir ce genre de soins. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant d'enfants de recherche qui se découlent de ce qu'elle-même, elle a commencé, qui auraient été créés. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est important de vraiment briser le plafond de fer parce que oui, c'est bon. Oui, je suis 100% d'accord avec l'argument de Ryan, comme quoi ça fait que tu vas pouvoir avoir plus de diversité, plus d'enfants de points de vue différents sur les différentes recherches que tu vas faire, mais aussi juste le fait qu'il y ait plus de personnes au total fassent de la recherche.
ça veut dire qu'il y aura déjà juste plus de diversité et plus dans le fond, plus d'idées différentes parce que tu as plus de personnes qui pensent. Donc, voilà. Ça, ce serait la construction que je choisirais. Super intéressant, merci. Sinon, peut-être un tour de table pour chacun d'entre vous. J'aimerais que vous parliez, vous avez déjà fait mention un peu de certaines de vos implications, mais pourriez-vous parler un peu plus longuement de vos implications et de quel impact ces implications-là ont pour la lutte pour la diversité, l'équité et l'inclusion, tant dans le milieu académique qu'ailleurs? D'accord, donc je vais me lancer. Comme j'ai mentionné dans mon introduction, j'ai cofondé le comité diversité physique. Puis ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il met ensemble les perspectives étudiantes et professorales. Donc, ça permet vraiment d'avoir une action sur le département. Puis je le conseille à tous les départements, toutes les personnes que je rencontre. Je leur dis, vous voulez vraiment changer votre milieu départemental dans votre université, mettez plusieurs types de personnes de votre département ensemble pour réfléchir à ces enjeux parce que vous allez avoir plus de force. Et ça, j'ai trouvé que ça a vraiment fait une différence. Pas comme en termes de statistiques, mais vraiment en termes de micro-changements, en termes de sensibilisation qui s'est faite à long terme, en termes de, on a sensibilisé les cohortes étudiantes, on a reflété sur certains intérêts des étudiants, mais maintenant, les professeurs aussi commencent à se poser des questions, puis reflètent. Et donc, il y a comme toute des choses qui se faisaient il y a 10 ans quand je suis rentrée au café étudiant de micro-agressions, même plus des micro-agressions, des agressions verbales envers les femmes en physique ne se font plus. Donc, c'est vraiment par des changements, en créant des relations, en s'inspirant mutuellement. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau qui a été fait, puis qui est à long terme aussi, parce que quand on sensibilise des gens comme ça aussi profondément dans une action quotidienne, ça reste. C'est pas juste j'ai fait ma formation de 2 heures, puis bon, je l'ai oublié, puis je l'applique pas. Une deuxième action que j'aime beaucoup aussi que j'ai fait, c'est que j'ai cofondé le projet Parité Sciences qui vise à sensibiliser les professeurs de cégep à des stratégies pédagogiques qui permettent la réussite des femmes en sciences, mais aussi d'autres groupes marginalisés. Et donc, c'est par exemple de ne pas tout le temps prendre la première main qui se lève, parce que souvent, quand on pose une question, puis on dit « Ah oui, qui a la réponse sur cette équation physique? » Mais la personne qui va répondre, souvent, c'est la personne qui correspond au stéréotype de la discipline, parce que c'est elle qui dit « Ah ben, j'ai pas d'anxiété par rapport à ça. » Donc, par plein de petites stratégies en classe, on arrive à créer un milieu de classe qui est plus inclusif et qui permet plus un engagement de tous les gens en classe. Donc, ça aussi, je trouve que c'est vraiment bien parce que de sensibiliser les professeurs au cégep, encore une fois, ça a un effet sur le long terme. Puis j'espère qu'éventuellement, les professeurs d'université aussi vont finir par appliquer ces stratégies-là de pédagogique. Donc, je pense que c'est ça que je voulais mentionner, mes 2 implications en plus du RIKEDI. Mais très intéressant. Puis merci pour ces implications-là. C'est sûr que ça a rejailli sur les personnes qui se sont impliquées, puis aussi sur la communauté avec laquelle tu t'impliquais. Ryan, je vois que tu as la main levée. Pourrais-tu renchérir sur tes implications? Oui, en fait, moi, il y a 2 implications qui me viennent en tête, mais aussi mon emploi chez Taisez-vous, qui est un organisme qui soutient les étudiants qui rédigent leur mémoire de maîtrise ou leur thèse de doctorat. Puis, les 2 autres implications, c'est le comité EDI, bien sûr, puis aussi Inclusion Jeunesse, qui est un autre organisme que j'ai cofondé qui assure plus d'accompagner des organismes, surtout des organismes politiques jeunesse non partisans qui sont dans notre réseau, pour assurer en fait une représentativité des jeunes, mais surtout une représentativité des jeunes qui ont aussi une ou plusieurs identités qui peuvent faire en sorte qu'ils deviennent marginalisés, puis à l'écart dans certains milieux d'implication qui peuvent être à la fois très élitistes, parfois qui peuvent contenir des barrières financières aussi. Puis je pense que un des impacts les plus gros, c'est que quand on parle d'inclusion, quand on parle d'équité, diversité et inclusion, puis qu'on insiste pour en faire une priorité, c'est comme si tout d'un coup, toutes les décisions, on les regarde systématiquement avec une lunette de EDI. Puis ça, je pense que c'est super important, que l'équité, la diversité et l'inclusion, ce soit pas juste un dossier qui est à côté puis qui finit par tomber entre les cracks, mais que ça soit vraiment vu de manière transversale à travers tous les autres dossiers, puis qu'on essaye, je sais qu'il y a une approche féministe, je pense qu'on appelle ADS+, analyse différenciée selon le sexe, quelque chose comme ça. Puis ça, en fait, il y a des groupes de féministes qui ont dit que toutes les décisions devraient justement être vues avec une lunette féministe.
Mais là, je pense qu'on est rendu vraiment à voir toutes les décisions avec une lunette qui est anti-oppressive en général, puis qui tient compte aussi de l'intersectionnalité des identités de différentes personnes. Puis sinon, un des impacts que j'ai vu avec le comité EDI, en ce moment, on est en train d'essayer de tisser des liens avec le département de psychologie qui, lui aussi, essaye de mettre en place son propre comité EDI. Puis on veut vraiment s'assurer que nous, on soit représentés, en fait, au sein de ce nouveau comité départemental, puis que ce ne soit pas, en fait, des personnes issues du groupe dominant qui siègent dessus. Fait que ça, c'est une des luttes qui va s'en venir, mais je suis sûre que notre département va être assez ouvert pour être conscientisé à ce sujet-là, mais on n'est pas encore rendu à avoir des impacts au niveau institutionnel. Par contre, l'impact qu'on voit le plus, c'est le fait qu'on est capable de libérer la parole. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien tant aux personnes qui sont issues de minorités sous-représentées qu'aux personnes qui aspirent à être des alliés. Parce que parfois, en fait, des personnes blanches, des personnes issues de groupes dominants en général, ont un certain malaise à s'exprimer sur ces enjeux-là. Puis ça fait en sorte, en fait, que ça devient tellement tabou qu'on reste silencieux puis qu'on n'a aucun gain, aucune avancée. Fait que le fait de faire des genres d'ateliers de anti-oppression one-on-one, puis de dire, voilà le vocabulaire qu'on utilise dans les milieux militants, voilà qu'est-ce qui est possible de dire, puis tu peux utiliser ta voix en tant qu'allié avec ton privilège pour nous aider, en fait, à pousser ces luttes-là, que ce soit pas juste un fardeau que nous, en tant que personnes racisées ou en tant que personnes issues de d'autres minorités, que ce soit des personnes qui vivent avec des handicaps, des personnes de la communauté LGBTQ, etc., que ce soit pas un fardeau qu'on prend tout seul sur nos épaules, mais que nos alliés sont là aussi pour parler, puis qu'on est capable de délier un peu leur langue. Ça, j'ai trouvé que c'était un impact qui est vraiment important. Puis sinon, c'est aussi de penser toutes les dépenses puis toutes les décisions financières en termes de barrières aussi, puis de se dire, OK, j'ai des décisions à faire, j'ai des dépenses à faire, mais combien est-ce que je peux économiser pour donner des bourses de participation? Puis ça, par exemple, Inclusion Jeunesse a réussi à faire en sorte que certains organismes comme le Jeune Conseil de Montréal, on réfléchisse vraiment en termes de bourses qu'on est capable d'offrir à des personnes qui, d'emblée, ne seraient pas prêtes, par exemple, à dépenser 200 $ ou 100 $ pour aller passer une fin de semaine pour parler de politique puis de différents enjeux parce que cette personne-là, elle ne peut pas se le permettre, elle n'a pas le temps pour ça. Donc, comment on fait pour aller chercher les gens qui sont en dehors de nos réseaux puis qui sont moins portés à aller faire ces implications-là qui, finalement, leur seront bénéfiques puis aideront à apporter leur voix puis leurs enjeux plus loin. Vraiment intéressant. Je voulais juste rappeler au public que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les écrire dans le chat. Je me chargerai de les poser en temps et lieu. Est-ce que, Jean-Claude, pourrais-tu nous parler un peu de tes implications dans le milieu? Oui, dans le fond, moi, je dirais comme des implications que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, j'ai pu voir qu'il y a eu un impact. Si je pourrais en choisir vraiment surtout deux, ça serait la première, ça serait mes implications au sein de mon association étudiante. Et la deuxième, ça serait le projet que j'avais entrepris justement d'écrire, en fait, d'enseigner l'histoire des Noirs ici et de former plus de personnes. Dans mon association étudiante, comme j'ai senti l'impact vraiment dès le début, c'est quelque chose qui m'avait choqué, qui m'a choqué, puis que je me suis dit, il faut que je m'implique encore plus, puis il faut que j'arrive à faire en sorte que plus de Noirs s'impliquent. C'est que le jour même que je me suis fait élire, en marchant dans les corridors de l'université pour aller à mon local étudiant, j'ai entendu il y a des étudiants noirs qui m'ont arrêté puis qui m'ont dit, ça fait du bien d'enfin voir un Noir qui est dans l'association étudiante. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que on n'est pas assez inclus, en fait, on n'est pas assez présent là où est-ce qu'on devrait être présent, là où est-ce que les décisions sont prises, et là où est-ce qu'il y aura quelque chose qu'on pourra faire quelque chose qui va faire un changement pour tous les autres étudiants. Et c'est pour ça que je veux vraiment, chaque fois que je peux, j'essaie d'encourager plus de personnes à s'impliquer dans la société étudiante, peu importe d'où tu viens. Quand tu t'impliques dans la société étudiante, tu donnes l'opportunité aux personnes d'entendre ton point de vue. Et tout le monde a un point de vue différent selon les expériences qu'ils ont vécues dans leur vie. Alors, c'est important qu'on arrive à avoir le plus de diversité possible pour être sûr qu'on ne tombe pas entre les mailles du filet. Comme je pourrais enchaîner avec ça pour expliquer une des facettes du racisme systémique, selon moi, comment en fait ça se fait que le racisme systémique est aussi présent, même si les personnes veulent faire des politiques en ayant dans le fond, le bien-être de la population en général en tête. Si tu ne prends jamais en considération le point de vue directement des personnes concernées, les décisions que tu vas faire ne pourront pas forcément
en fait, ne sont pas forcément bonnes pour ce groupe-là. Parce que tu ne comprendras pas c'est quoi les réalités que ce groupe-là vivent. Tu ne pourras pas comprendre toutes les nuances et toutes les différences que ces groupes-là ont vécues comparé à ce que toi, tu as vécu. C'est pour ça que vraiment, c'est important d'avoir le plus de diversité possible, selon moi, dans tous les aspects. Donc voilà, c'est quelque chose que mon application dans mon asso étudiant m'a appris. Pour ce qui est de mes publications, moi, j'ai l'impression que j'ai réussi à avoir j'ai réussi à avoir un gros impact, surtout au niveau des personnes que peut-être ils n'entendaient pas vraiment, ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait ici. Ils n'ont jamais entendu parler de l'histoire des Noirs, des événements comme le Sir George William Affair qui a eu à Concordia, qui a été la manifestation, en fait, la révolte étudiante la plus grosse de l'histoire du Canada, mais que ça s'est passé il y a à peine 50 ans, mais presque personne n'en a jamais entendu parler. Donc, ce genre d'événement-là, c'est important que ça ne reste pas enterré dans l'histoire. Il faut qu'on sache que ça s'est passé. Il faut qu'on sache que les personnes racisées, les personnes, en fait, tout le monde, presque tout le monde qu'on voit, tout le peuple qu'on voit ici au Québec maintenant, ne sont pas arrivés au Québec seulement il y a 50 ans. Ça fait des centaines d'années que le Québec est diversifié et que les personnes ont un impact sur l'histoire du Québec. Alors, avec ça, ça vraiment, j'espérais pouvoir ouvrir l'imaginaire du monde et vraiment qu'ils voient que c'est différent. Et je pense avoir pu avoir un impact parce que plusieurs personnes sont venues me voir après et m'ont dit que, en fait, certains de mes amis qui sont professeurs dans des écoles m'ont dit qu'ils prennent parfois certaines de mes publications. Ils en parlent avec leurs étudiants, que ce soit au primaire ou au secondaire. D'autres de mes amis m'ont dit qu'après ça, ils sont allés en parler avec leurs parents pour essayer en faire ces discussions-là. Et que même si ça n'a peut-être pas changé leurs idées à ce moment-là, au moins ça leur a permis d'entendre le point de vue de quelqu'un d'autre, puis voir qu'on est là et tout ce qu'on veut, c'est être là, puis savoir que les personnes sachent qu'on est là. Oui, et comme je l'ai mentionné pour l'article de Myriam et Bibiana tout à l'heure, je vous invite aussi à aller trouver Jean-Claude Mugaba sur Facebook. Il a vraiment plusieurs publications sur plusieurs différents sujets que je trouve qu'on ne parle pas assez en général. Et moi, j'en ai appris beaucoup sur sa page. Je suis sûre que vous pourriez en apprendre beaucoup aussi. Donc, il restait Bibiana pour me parler un peu de tes implications et de l'impact de ces implications dans le monde académique ou ailleurs. Donc, comment je pourrais parler de mon implication en matière d'équité, diversité et inclusion? Je pourrais y aller plus dans un volet chronologique. Moi, à l'époque, je travaillais à Polytechnique Montréal comme j'étais la première conseillère en équité, diversité et inclusion dans le milieu francophone à prendre poste. Il y a vraiment un premier poste qui a été créé. Et au fond, je voulais voir un peu qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans les autres universités. Donc, je me suis vite rendu compte que j'étais la première qui travaillait à ce niveau-là, mis à part McGill et Concordia, comme je disais. Et bon, je suis allée voir des collègues qui avaient comme mandat, notamment, comme je vous disais tantôt, de travailler les plans d'action en EDI pour les chaires de recherche du Canada. Donc, j'ai été appelée à travailler ça et je me suis rendue rapidement compte qu'il y avait un manque d'expertise en EDI. Il y avait vraiment un manque d'expertise en EDI dans le milieu universitaire. Les collègues se sont retrouvés à mener ces mandats-là sans vraiment avoir les connaissances. Puis, tu sais, c'est pas de manière péjorative que je dis ça, c'est des choses qu'on a discutées ensemble. Et à partir de là, ben, moi, je me suis dit, ben, pourquoi moi, je vais aller rencontrer chaque collègue dans toutes les universités. Et c'est à partir de là qu'on a fait une première rencontre dans cette idée-là de créer une communauté de pratique. Donc, j'ai fondé cette communauté de pratique-là qui était vraiment dans l'optique de se réunir comme un comité, de discuter ensemble, d'échanger des bonnes pratiques, mais aussi des enjeux parce que je vous dirais, les enjeux sont plus présents que les bonnes pratiques dans le milieu universitaire. Et cette petite communauté de pratique a grossi, elle a explosé en espace de 2 mois, ce qui a fait en sorte, c'est très intéressant, puis c'est très bien, on implique en fait le réseau, le RICEDI implique toutes les instances dans le milieu universitaire. On a autant des étudiants, des étudiantes, on a des professeurs, on a des chercheurs, on a des conseillers, conseillères en EDI. Maintenant, on a les nouvelles conseillères, je dirais plus nouvelles, conseillères en EDI qui ont été engagées dans les universités. Vraiment, c'est d'agir dans toutes les instances, ce qui a fait en fait qu'on a grossi rapidement et
on a dû s'enregistrer comme un OBNL parce que, bon, la gestion, la structuration nécessite des ressources. On est jeune, mais on grossit. Et fait que je dirais ma première implication a été vraiment dans la création de ce réseau-là. Évidemment, je continue à en prendre la direction, à impliquer des gens comme Myriam et tout ça. On a beaucoup de mandats, on bâtit des outils, on mobilise différents milieux et même à l'extérieur des universités parce que la demande est là. On vient beaucoup nous demander avoir nos ressources, travailler à ce niveau-là. Donc, et par conséquent aussi, l'Institut de recherche auquel je travaille, avant, c'était un institut uniquement, ça s'appelait l'Institut Femmes, Société, Égalité, Équité, qui est un institut féministe. Et la direction a été changée par ma collègue Sophie Brière, qui est professeure en management à l'Université Laval. Et c'est vraiment d'avoir une tournure plus large, tu sais, des organisations, des centres qui travaillent beaucoup sur les questions de genre existent, mais il y avait très peu qui abordaient plus à un niveau large en matière d'équité, diversité, inclusion. Et l'intersectionnalité est un aspect très important. Et c'est à partir de là qu'on a uni nos forces et on est en train de bâtir tout un centre de ressources, d'expertise qui est en plein développement et qui prend énormément de temps à bâtir. Mais aussi, on est une espèce de fédérateur. Il y a beaucoup de centres de recherche qui viennent auprès de nous. On met en valeur leur expertise. Je pense que aussi, c'est de mettre l'avant qu'est-ce que font les organismes communautaires. Tu sais, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font des choses, ils ont les expertises, ils font des choses intéressantes, puis on ne le voit pas. Donc, je pense que l'objectif, c'est vraiment de mettre de l'avant le travail qui est fait par des organismes, des personnes qui ont peu de ressources et qui ont les expertises nécessaires. Et moi, bien évidemment, tu sais, Jean-Claude, tu parles beaucoup du manque de représentativité dans les instances étudiantes, dans les associations étudiantes. Et moi, je me suis donné comme objectif de travailler là, depuis quelques mois, puis ça va continuer. Je travaille en collaboration avec l'Union étudiante parce que c'est un enjeu qu'on travaille beaucoup et même eux sont conscients que les représentants, les représentantes, les instances sont très blanches. Et c'est de voir comment on va réfléchir pour avoir des milieux plus diversifiés où que, tu sais, ça va être plus intéressant d'avoir d'autres points de vue. Les impacts, je vous dirais, on s'attend souvent à avoir des impacts en court terme. On est impatient, on veut que les choses changent du jour au lendemain. Je pense que l'important, c'est d'avoir de la patience. Les impacts se font de petit à petit. Il faut persévérer. Il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de frustration, mais il faut aller de l'avant. Fait que je pense que c'est vraiment ça. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un impact, comment je veux dire, un grand impact qui a bouleversé le monde, mais je pense que petit à petit, en travaillant en collaboration, je pense que la collaboration, travailler main dans la main, ensemble, tout en évitant ces aspects de hiérarchisation, tu sais, c'est vraiment que tu sois professeur, que tu sois étudiant, on va travailler ensemble pour un objectif qui est commun. On va voir dans les prochaines années, j'ose croire que nous aurons un monde plus équitable, diversifié et inclusif. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour chacune de vos applications, encore une fois. Puis, comme Bibiana l'a si bien dit, justement, ça ne va pas changer du jour au lendemain comme on le veut nécessairement, mais chacune de vos actions, chacun de votre côté, je pense qu'on va voir des changements dans les prochaines années par rapport à ces sujets-là. Dans le chat, il y avait une question de Mamadou qui était dirigée vers Ryan. Il demandait est-ce que Ryan penserait que cette montée de militantisme pour l'équité, la diversité et l'inclusion des personnes racisées aurait un effet parfois contre-productif? Oui, j'ai trouvé que c'était une bonne question. Puis Mamadou demandait aussi si parfois c'était perçu comme du militantisme radical plutôt que juste essayer de mettre en lumière certaines injustices. Mais en fait, moi, de mon expérience personnelle au cycle supérieur en psycho, en fait, c'était pas
c'était pas une perception des minorités comme si elles étaient radicales. Au contraire, je pense que parfois, les personnes qui aspirent à être des alliés, qui ont justement des intentions de travailler sur elles-mêmes, de travailler sur ces injustices-là au niveau institutionnel, peuvent parfois être intimidées par les milieux qui sont plus militants. Puis ça, je pense que c'est important de le dire, sans non plus invalider le fait que parfois dans les milieux militants, ben, on est on peut être intense sur la manière de vouloir garder des espaces sécuritaires et donc parfois, si quelqu'un fait une erreur, on le reprend. On essaye de le faire de manière la plus empathique possible. Mais parfois, pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude à ça, qui n'ont pas l'habitude de se faire reprendre, ça peut être difficile, en fait, puis il y a une certaine peur qui s'installe. Puis c'est tout à fait humain, puis le but, c'est de juste, plus t'en parles, plus tu le déconstruis, plus tu leur dis que, ben, en fait, c'est correct de faire des faux pas, puis même quand on est issu de minorités sous-représentées, on peut en faire. Comme moi, par exemple, oui, je suis une femme racisée, mais je suis aussi une femme cisgenre, puis j'ai pas toujours compris tous les enjeux qui concernent la communauté trans, puis on m'a expliqué des choses, on m'a repris sur des affaires, puis tu dis merci et tu dis que tu vas pas refaire les mêmes erreurs, puis tu passes à autre chose. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Mais parfois, en fait, quand personne te l'a dit que c'est comme ça qu'on apprend, ben, tu peux prendre des choses vraiment très personnelles, puis ça fait en sorte que t'as peur ou tu commences à éviter les milieux militants, tu commences à éviter les implications qui concernent l'équité, diversité et inclusion. Je pense que en étant au département de psycho, c'est un peu notre expertise, en fait, de mettre les gens à l'aise puis d'essayer de déconstruire tout ça. Donc, pour l'instant, ça se passe bien puis les alliés sont très à l'aise de prendre la parole puis parfois, ils demandent, en fait, est-ce que c'est correct de dire telle chose? Puis on essaye de déconstruire ensemble. Même en tant que minorité, on n'a pas la science infuse là-dessus. Puis ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est qu'au lieu de dire, par exemple, quand on commence un rassemblement ou un atelier, au lieu de dire que ça va être un safe space, je leur dis qu'on peut pas garantir que ça va être un safe space, mais on va aspirer à ce que ce soit un brave space, donc un espace de bravoure, où est-ce qu'on n'a pas peur, bien sûr, dans le respect puis dans l'empathie, mais où est-ce qu'on n'a pas peur, en fait, d'aborder les questions délicates. Parce que si, à chaque fois, on a peur, on va jamais les aborder, on va jamais... on va rester dans le tabou, on va rester dans les non-dits, puis il n'y a rien qui va avancer. Puis je dirais que depuis ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, depuis la série de chroniques d'une certaine chroniqueuse que je ne nommerai pas sur la cancel culture, sur le fait qu'on censure les professeurs, le milieu académique s'est un petit peu envenimé. Donc, on essaye le plus possible d'apporter un peu de douceur, puis d'expliquer en fait pourquoi il y a certaines choses qui sont pas correctes à dire, qui vont aller chercher des traumas, puis d'essayer de l'expliquer de la manière la plus humaine possible. Puis je pense que dans mon département, en tout cas, ça donne beaucoup d'espoir de voir dans mon département, puis aussi chez Taisez-vous, où est-ce que, on va se le dire, la majorité de nos animateurs, animatrices sont des personnes blanches, mais où est-ce qu'on essaye vraiment de mettre en place cet espace de bravoure-là. On essaye de conclure aussi des partenariats pour offrir des bourses à des étudiants qui peuvent vivre dans la précarité, ce qui n'est pas très rare, des étudiants qui vivent dans la précarité. Puis d'essayer en fait de s'ouvrir les horizons puis d'aller chercher des gens en dehors de nos réseaux. Et voilà. Merci pour ta réponse. Il y a une question aussi de Géraldine Joseph du journal L'Atelier. Je vais la laisser poser elle-même sa question. Donc, tu peux y aller. Merci beaucoup. Donc, moi, ma question, c'était en reprenant les propos justement de Bibiana, si je ne me trompe pas, qui disait que peu importe le fait qu'on soit un professeur ou un élève, il y a une importance de collaborer, de travailler ensemble, puis les deux ont le droit d'être écoutés. Bien, justement, par rapport à ça, est-ce que vous trouvez qu'avec tout ce qu'on entend dans les médias dernièrement, que ce soit la liberté académique, beaucoup comme des chroniqueurs peuvent prôner un peu dans leur article. Est-ce que vous pensez que la raison pour laquelle on parle beaucoup justement de liberté académique, c'est parce qu'il y a un manque de représentativité justement au niveau, en ce qui concerne les professeurs? Qu'est-ce qui amènerait cette dynamique-là, selon vous? Là, je m'adresserai à tous les panélistes, tous les 8 ans. Bon, je peux commencer, puis les autres pourront renchérir. Bon, c'est sûr que moi, je ne veux pas me lancer dans le débat de la liberté académique et j'ai toujours refusé. D'ailleurs, moi, les médias, il faut faire très attention. Puis bon, je vois que tu es du journal de l'Atelier. Je ne connais pas le journal de l'Atelier, mais
j'ai eu beaucoup de demandes d'entrevues pour ça. Puis je dirais, je préfère pas me lancer là-dedans parce que c'est un débat qui est complexe. D'ailleurs, plusieurs universités vont mener des consultations à ce niveau-là. Je pense que pour rester assez neutre, je pense que les deux parties ont des choses intéressantes à mettre de l'avant. Et avant tout, c'est vraiment d'avoir une discussion, d'avoir un dialogue, de vraiment, parce que je pense que c'est des méconnaissances à ce niveau-là. Bon, l'utilisation de certains vocabulaires et tout ça. Je pense que les échanges entre les professeurs et les étudiants, les étudiantes, c'est important. Un peu qu'est-ce que Myriam elle a essayé de créer. Elle a créé au sein dans son département parce qu'il y a peu d'échanges entre les deux. Il y a toujours cette notion, comme je disais, autoritaire, hiérarchique, où ce que c'est le professeur qui a toujours raison, qui a toujours la connaissance et tout ça. Mais quand on parle d'inclusion, tout le monde a son mot à dire, tout le monde doit être respecté, tout le monde a un droit de parole. Donc, c'est important de créer des endroits où on va avoir autant des étudiants, des étudiantes, qu'on va avoir des professeurs et qu'il y ait des lieux d'échange. Et, Ryan, tu l'as mentionné, des safe space, peut-être, comme je ne sais pas comment tu disais, des brave space, peu importe, mais ces endroits-là d'échange doivent exister pour qu'on puisse travailler de manière commune à ces questions d'équité, diversité, inclusion. Je ne dis pas que c'est facile, hein? C'est pas toujours pas facile. Autant des étudiants ou des professeurs, il y a des égos, des grands égos, fait qu'il faut un peu laisser tomber ça et voir qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble. Je pense que mes autres collègues Je ne sais pas s'il y avait d'autres opinions sur cette question. OK. Sinon, je pourrais passer à la prochaine question. Il y avait Lucas qui avait une question dans le chat aussi. Je vais te laisser la prononcer quand même. Merci beaucoup, Lynn. Alors, il y a différents éléments de réponse qui ont été apportés qui répondent, je pense, en partie à ma question. En fait, tout ça, ça me fait penser à toutes les sphères, finalement, où on retrouve des inégalités, des problèmes d'équité, que ce soit le truc le plus global que je pourrais trouver et qui génère du coup de l'inégalité ou qui est en cause l'inégalité, c'est par rapport au climat. Ou pour régler la situation, il faudrait en l'occurrence réduire le niveau de vie de certaines populations et remettre un peu tout sur un pied d'égalité pour améliorer cette situation-là. Moi, c'est une impression personnelle que dans toutes ces situations-là, le groupe dominant a malheureusement et à tort d'ailleurs, cette crainte de perdre des privilèges, perdre des positions, perdre des choses, alors que dans le fond, le but, c'est pas de de faire remplacer, mais de laisser la place à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà eu cette confrontation-là où vous êtes face à des gens qui disent non, on ne veut pas céder ça parce que nous, on aura moins, ou on n'aura plus, etc. Et comment vous gérez ce genre de choses qui n'a pas lieu d'être parce que le but, c'est pas parce que justement, c'est un discours qui maintient l'inégalité, en l'occurrence, et que c'est justement ça qu'il ne faut pas faire pour le coup. Oui, excuse-moi, Ryan, à la main levée, tu peux y aller. Oui, j'ai vu que Myriam aussi voulait y aller. OK. Moi, en fait, en t'entendant parler, Lucas, ça m'a fait penser à quand on essaye de faire un processus de recrutement, puis qu'on veut laisser de la place à la diversité. Puis là, on se retrouve dans une position bizarre où est-ce qu'on n'a pas envie de tokeniser les gens, mais on veut vraiment faire de la place. Puis là, tu as toujours quelqu'un souvent issu du groupe dominant, pas nécessairement le stéréotype qu'on s'imagine de personne qui veut exclure les minorités, au contraire, une personne très sensibilisée, très éduquée, mais il y aura toujours quelqu'un qui va te parler de la question des compétences. On dirait que dès qu'on parle de diversité, dès qu'on parle de faire de la place à la diversité, ce qu'on s'imagine, c'est d'enlever une personne issue du groupe dominant qui est compétente, qui est plus compétente. Il y a comme toujours cette prémisse que la personne du groupe dominant va être plus compétente que la personne issue de la diversité, puis qu'on va enlever cette personne-là, puis qu'on va mettre une personne qui est moins compétente juste parce qu'elle provient
de la diversité. Puis ça m'a toujours surprise, en fait. Pourquoi est-ce qu'on part de la prémisse que les personnes qui sont issues de minorités sont moins compétentes? Puis pourquoi on se sent menacé, en fait? Peut-être parce qu'on vit dans un monde où est-ce que les ressources sont limitées, puis on le perçoit de cette façon même en termes de postes disponibles, en termes de bourses disponibles, puis de choses à avoir. Puis en fait, ça vient chercher un sentiment très humain qui fait qu'on se sent menacé. Puis donc, je pense que le but, ça serait d'en parler, puis vraiment de s'asseoir, puis de se dire comment est-ce qu'on fait pour inclure tout le monde. Puis je pense que c'est aussi d'adapter son langage aux différents publics. Comme je sais, par exemple, que il y a des discussions d'équité, diversité, inclusion dans les milieux très corporatistes, des compagnies qui sont comme très for-profit, où est-ce que la manière dont il faut parler de retour sur investissement. Puis je pense que dans le milieu académique, puis ça, d'ailleurs, ma directrice chez Taisez-vous en parle beaucoup, le retour sur investissement social. Donc, quand on n'est pas dans un but de faire de l'argent, dans le but de faire des profits, mais il y a aussi du profit qu'on fait, mais plus social. Donc, l'impact social qu'on fait. Puis comment on pense à ce retour sur investissement social en essayant d'inclure plus de cerveaux qui fonctionnent différemment, que ce soit au niveau de la neurodiversité, de la diversité ethnique. Souvent, les personnes issues de la diversité vont parler des langues de plus, vont avoir des perspectives qui sont différentes, vont avoir des sensibilités culturelles qui sont différentes. Les personnes neuroatypiques vont penser d'une manière différente, vont être efficaces dans certaines tâches sur lesquelles les personnes neurotypiques ne sont pas aussi efficaces ou pas aussi performantes. Fait qu'il faut comprendre que d'inclure différents types de fonctionnement, finalement, ça bénéficie à tous. Puis d'ailleurs, si on veut parler, pour retourner à nos moutons, puis parler du monde académique, il y a des études qui sont sorties depuis les années 80 qui disent que d'inclure des personnes issues de la diversité, puis de les mettre en contact avec des personnes blanches, ben en fait, ça fait en sorte que les personnes blanches vont juste développer des compétences dont elles ont besoin en tant que chercheurs, qui sont l'esprit critique, la manière de communiquer, l'empathie, etc. Donc, finalement, tout le monde est gagnant, puis on perd pas. Mais je pense qu'il faut l'adresser, ce sentiment-là d'être menacé, parce qu'il est humain, puis il faut pas le diaboliser, parce qu'en le diabolisant, on le rend tabou, puis on n'en parle pas, et donc on n'avance pas. Fait que je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est ça que ça m'a évoqué. Merci beaucoup. Si, ça répond tout à fait. Peut-être pas totalement dans le sens où il pourrait y avoir plusieurs éléments de réponse. Bon, il y en a plusieurs qui ont été apportés, donc ça me va très bien. Merci beaucoup pour ton intervention. Mais je vois que Jean-Claude avait autre chose à dire par rapport à ça et je pense que Myriam aussi. Je vais les laisser finir pour cette question-là, mais sinon, j'invite les panélistes à, si vous avez des ressources que vous voulez partager dans le chat, le faire maintenant. Parce qu'après cette question-là, je vois le temps qui file, on risque de ne pas avoir le temps de parler de grand-chose après cette question. Donc, Jean-Claude, qu'est-ce que tu avais à dire sur la question de Lucas? Moi, ce serait juste une réponse vraiment rapide. Plus que je rajouterais rapide à ce que Ryan disait, c'est que j'ai l'impression, dans le fond, que l'idée, justement, de pourquoi est-ce que les personnes voient comme en fait, moi, je pose souvent cette question-là à beaucoup de monde pour se demander mais pourquoi est-ce qu'il y a un backlash? C'est pourquoi est-ce que notre idée de la compétence est un vieil homme blanc? Parce que si, par exemple, on imagine un board of directors dans une compagnie et que ce soit juste de vieux hommes blancs, c'est rare qu'on va se poser la question de est-ce qu'on a vraiment pris les personnes qui sont les plus compétentes. Mais si on commence à se dire on veut mettre de la diversité, c'est là qu'on va commencer à se poser la question. Donc, dès qu'on sort de ce qui est la norme, dès qu'on sort de ce que les personnes s'attendent déjà à voir, c'est là qu'on remarque que les personnes se disent attends, il y a quelque chose qui cloche ici. Donc, selon moi, pour réussir à régler, pour régler ce problème-là, pour faire en sorte que les personnes soient plus prêtes à avoir de la diversité, c'est qu'il faut mettre de l'avant la diversité. Puis, oui, il y aura des gens qui vont être inconfortables au début, mais au fur et à mesure qu'ils vont voir des personnes qui sont plus diversifiées, qui vont être dans des positions de pouvoir, ça va créer justement qu'on va être plus habitué de le voir. Un bon exemple que moi, je vois qui est souvent là, c'est que il y a une femme que j'ai déjà croisée une fois, que c'était l'une des premières qui a étudié la médecine à l'Université McGill. À l'époque où est-ce qu'elle a étudié dans les années 50, il n'y avait presque aucune femme qui étudiait la médecine. Par contre, si on regarde maintenant, la majorité des personnes qui étudient la médecine sont des femmes. Alors, voir une femme médecin maintenant une femme qui est en train d'étudier la médecine maintenant, c'est la norme. Personne ne va se dire, est-ce qu'on a vraiment pris les personnes les plus compétentes en ayant pris une femme pour étudier la médecine? Alors que si on se posait la question il y a 60 ans, si on aurait posé la même question il y a 60 ans, les personnes se seraient dit, mais non, une femme ne peut pas étudier la médecine, elles ne sont pas assez compétentes. Alors, c'est vraiment ça, il faut mettre de l'avant la diversité
forcer un peu de diversité au début pour que les personnes puissent s'y habituer. Et après ça, ça va continuer à aller normalement, naturellement. Puis on va arrêter de poser cette question-là et avoir ce backlash. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je pense aussi qu'une des raisons pourquoi c'est important d'avoir de la diversité, c'est aussi que lorsque le milieu est diversifié, justement, ça encourage les générations futures à se sentir inclus et sentir qu'ils ont leur place à y aller. Donc, quelqu'un qui aurait un intérêt dans un certain domaine, dans un certain milieu, pourrait être plus poussé à vouloir foncer et y aller dans ce milieu-là et justement développer les compétences qu'il aura besoin pour justement exercice dans ce milieu-là, tandis que s'il n'y a pas beaucoup de diversité, ça amène un frein pour ces personnes qui auraient pu être de très bonnes personnes dans ces milieux-là. Donc, je trouve ça intéressant tout ce que vous avez dit. Myriam, tu avais autre chose à mentionner? Oui, je vois le temps qui file, mais je voulais juste revenir sur une des ressources que j'ai partagées, Data Feminism. Je trouve que c'est peut-être une solution pour adopter le comment est-ce qu'on peut, tu sais, quoi faire pour la suite. Puis les deux autrices qu'elle propose, c'est les deux premiers thèmes qu'elles disent des principes à adopter, c'est examiner le pouvoir et contester le pouvoir. Donc, c'est vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'un pouvoir, comment est-ce qu'on négocie les enjeux de pouvoir. Puis après ça, ben, elles disent promouvoir les émotions, repenser les binarités hiérarchies, adopter le pluralisme, considérer le contexte, puis rendre le travail visible. Donc, je pense que ces principes-là peuvent vraiment dicter plein d'aspects de la recherche ou de la vie universitaire. Donc, j'aurais tendance à vous dire à sauter sur le livre qui est disponible en plus en libre accès. Merci beaucoup. Donc, bon, comme vous l'avez dit, le temps file, donc on va conclure là-dessus. Je voulais remercier toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, tous les panélistes aussi. On a eu des conversations vraiment intéressantes. Je sens qu'on aurait pu continuer encore pendant des heures, mais étant donné le temps, on va y arrêter là. Si vous voulez plus d'informations, je vais partager les choses sur la page Facebook concernant les liens qui ont été partagés et tout. Donc, vous pourrez avoir accès à ces ressources-là. Et je vous invite aussi à prendre connaissance des différentes choses que les panélistes font dans leur milieu. Puis j'espère que certains d'entre vous vont être inspirés à soit s'impliquer ou prendre connaissance de ce qui se passe dans le milieu par rapport à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, Lynn. Merci. Bye.